Chers amis, je m'associe bien sûr à tous les remerciements qui viennent d'être prononcés par Monsieur Blum. C'est un honneur pour nous d'être accueillis dans cet endroit prestigieux et je vous avoue me sentir tout petit devant l'immensité de cet hémicycle, mais surtout à côté des éminentes universitaires qui vont prendre la parole tout au long de la journée, véritables spécialistes de la pensée d'André Neher et qui, pour certains d'entre eux, comme vous le savez, ont eu la chance, au-delà de se nourrir de sa pensée, de pouvoir le côtoyer, de pouvoir échanger avec lui. Rien ne remplace le contact direct avec le maître et je me sens donc totalement illégitime aujourd'hui pour ouvrir ce colloque et pour présenter les différentes personnes qui vont se succéder à ce micro. Cependant, permettez-moi peut-être, au travers de la fonction qui est la mienne aujourd'hui, de vous dire le sentiment qui est le mien, peut-être ce qui a sans doute motivé aussi ce colloque, de manière plus générale, cette année que nous avons voulu consacrer à la personnalité d'André Neher. Bien sûr, j'y associe la personnalité de son épouse, Madame Rina Neher, qu'il serait une grave erreur d'oublier au travers de cette journée et de cette année. On sait à quel point il formait un couple soudé, un couple uni, dans lequel l'un s'est nourri de l'apport, de la richesse culturelle et de l'enseignement de l'autre. Je disais qu'en tant que grand rabbin, il me semble qu'il est un devoir de pouvoir essayer de s'inscrire dans ce qu'il nous a légué, ce merveilleux cadeau, dans une période extrêmement complexe qui était la période du judaïsme d'après-guerre, où tout était à reconstruire, où la société doutait, où la communauté juive doutait de sa capacité à pouvoir renaître de ses cendres, et la manière dont il a su renouveler cette pensée, mais surtout insuffler l'espoir au sein de la communauté. C'est un cadeau inestimable, et même si depuis les choses ont évolué, que la communauté a sans doute en partie, en tout cas réussi ce pari, il n'en reste pas moins que c'est à lui que nous devons sans doute une grande partie de la réussite de ce pari. André Neher, on le sait, au-delà du penseur qu'il a été, au-delà du philosophe, a été également un rabbin. Il a été un dirigeant de communauté. Je pense que tous les aspects de sa personnalité vont être abordés tout au long de la journée. Il y a peut-être un aspect aussi qui, en tout cas, m'a beaucoup touché personnellement, sur lequel on n'insiste pas nécessairement lorsqu'on parle d'André Neher, c'est la manière dont il a su s'inscrire dans le projet d'accueil des Juifs d'Afrique du Nord lorsqu'ils sont arrivés dans les années 60, et ce qui représentait un défi majeur pour la communauté. Il a su, au travers de son humanisme et au travers de ses qualités de visionnaire, de la pertinence de son analyse, non seulement les accueillir dignement, mais les accompagner. J'ai eu la chance, il y a encore quelques jours, d'avoir des témoignages directs d'une partie de ces Juifs d'Afrique du Nord qui m'ont dit avec quelle simplicité, avec quelle chaleur ils ont été accueillis par André Neher, pas simplement à la gare ou lors de rencontres, mais chez lui à la maison, même pour les premières fêtes, quelques jours après être arrivé à Strasbourg, des souvenirs bien sûr qui les ont marqués, qui sont restés gravés dans leur mémoire jusqu'à aujourd'hui. Une brève idée que je voulais partager avec vous juste avant de donner la parole au professeur Freddy Raphaël, c'est un enseignement talmudique qui pour moi fait sens lorsqu'on parle du couple André et Rina Neher, sachant que, comme vous le savez, ils n'ont pas eu le bonheur d'avoir des enfants, d'élever des enfants. Ce passage du traité talmudique dans Sanhedrin qui nous dit que Rabbi Shmuel ben Nachmani enseigne au nom de Rabbi Yochanan Kol hamelamed et ben chavero Torah ma'ale alav hakatuv keilu yelado, que lorsque l'on enseigne de la Torah au fils, littéralement au fils de son ami, ma'ale alav hakatuv, l'écriture considère cette personne keilu yelado comme si elle l'avait enfanté. Et vous serez attentif au choix des mots employés par le Talmud. Le Talmud ne nous dit pas que la Torah, que le verset le considère comme son propre fils, mais qu'elle le considère comme s'il l'avait enfanté. C'est une expression qui est beaucoup plus forte, qui dépasse complètement la dimension biologique de la
de la fonction de reproduction. Il s'agit ici de donner la vie, de donner une vie qui, comme je le dis, dépasse largement le cadre biologique, qui dépasse le cadre de la vie physique. C'est en quelque sorte une vie éternelle au travers de cet enseignement, au travers de cette capacité à transmettre à une personne qui elle-même sera un jour en capacité de transmettre. Eh bien, on donne à cette personne une dimension, une forme d'éternité. Et j'irai un peu plus loin dans la réflexion en reprenant un enseignement qui est très semblable à celui que je viens de citer, qui se trouve un peu plus loin dans le même traité de Sanhédrin et qui nous dit au nom d'un autre maître, Resh Lakish, quasiment la même chose que Kol HaMelamed Torah les Ben Chavero, cette fois-ci non pas Keilou Yelado mais Keilou Asao. On va utiliser un autre verbe, c'est comme s'il l'avait façonné. Et nous avons trois lectures différentes de cet adage talmudique et qui me paraissent extrêmement intéressantes, vu de la personnalité justement d'André et de Rina Neher. La première donc rejoint un petit peu celle que je viens de partager avec vous, c'est-à-dire cette capacité à dépasser cette dimension biologique et à s'inscrire dans une relation extrêmement profonde, cet aller-retour dans l'échange, dans la pensée avec l'autre qui inscrit, qui forge une dimension d'éternité. Mais le mot Asao, et c'est tout l'intérêt de l'hébreu avec lequel André Neher aimait jouer aussi, j'étais absolument impressionné par les qualités qui étaient les siennes, aussi comme hébraïsant, et la qualité de son ivrite. Asao, on peut le comprendre de plusieurs manières. Keilou Asao, c'est comme s'il l'avait forgé, c'est comme s'il avait forgé l'enseignement en lui-même. Ce qui fait dire en réalité à nos maîtres qu'un enseignement, tant qu'il n'est pas partagé avec l'autre, tant que je n'essaye pas de faire en sorte que l'autre puisse s'en laisser pénétrer, eh bien, il n'a pas encore en soi de vie. Ce n'est qu'en le partageant, ce n'est qu'en le développant, ce n'est qu'en le critiquant, ce n'est qu'en l'analysant que je lui donne véritablement corps. Et c'est ça Keilou Asao. Lorsque j'enseigne, eh bien, je donne vie à cet enseignement, je le fabrique, je le façonne. Enfin, une troisième vision, Keilou Asao, concerne la personne elle-même en réalité. Ce n'est pas l'élève que je forme, mais je me forme moi-même. Et c'est effectivement en mettant cet enseignement, en le plaçant dans la confrontation de la pensée de l'autre, mais également dans l'exigence que représente cet enseignement, puisque tout enseignement nécessite de revisiter en quelque sorte cet enseignement, de le vulgariser, de faire en sorte que l'autre puisse être à même de le comprendre et de s'en laisser imprégner. Eh bien, cela nécessite une certaine forme, bien sûr, d'exigence, et c'est au travers de cette exigence que non seulement je forme l'élève qui se trouve en face de moi, mais je forge également ma propre personnalité. Eh bien, je crois que André Neher, c'est, avec sa femme, bien sûr, totalement identifié à cet adage talmudique que je viens de rappeler. Et aujourd'hui, nous sommes en quelque sorte, comme tous ceux d'ailleurs qui nous ont précédés, qui ont été directement ses élèves, mais même après leur mort, eh bien, nous sommes en quelque sorte leurs enfants. Voilà, ces enfants biologiques qu'ils n'ont pas eus, que nous sommes aujourd'hui en essayant de rendre, et je pense que c'est l'objectif de cette journée, en essayant de rendre cet enseignement éternel, de faire en sorte qu'ils puissent continuer à traverser les générations et d'être surtout dans cet akaratatov, c'est-à-dire dans ce devoir, cette exigence de reconnaissance du bien pour ce qu'ils ont apporté non seulement à la communauté juive de Strasbourg, mais à l'ensemble de la communauté française et même bien au-delà, j'ai envie de dire même de la communauté des hommes. Je vais donc céder la parole au professeur Freddy Raphaël. Ce serait presque lui faire insulte que de le présenter. Je le disais, je me sens vraiment tout petit à côté de lui. Alors Freddy, c'est l'affection énorme que j'ai pour lui. Je vais parcourir très très rapidement son intervention sans bien sûr vouloir empiéter sur son exposé, mais simplement te dire, mon cher Freddy, que j'étais très touché et très en accord avec cette présentation en 3 parties, en 3 points. Et je te dirais que ce qui m'a en tout cas beaucoup plu dans ce découpage en 3 points de la vie, de ce cheminement d'André Neher, eh bien c'est le fait que tu n'aies pas fait de scission entre la vie d'André Neher pendant la guerre et la partie qui justement suit la guerre, la partie post-Shoah. Il y a 3 parties dans cet exposé, la vie d'André Neher avant la guerre, celle de la guerre et d'après-guerre, comme si finalement l'une se nourrissait de l'autre, et je pense que ça a été le cas finalement, puisque tout ce qu'André Neher a pu faire, tout ce qu'il a pu mettre en place
après la guerre a été nourri de son expérience personnelle pendant la guerre, et donc il eût été à mon sens une véritable erreur que de scinder la partie de la guerre avec la partie post-guerre. Et enfin, donc une troisième partie où tu nous parleras de la vie d'André Neher et de son épouse en Israël, bien sûr son engagement sioniste que tu passeras peut-être sous le crible de la critique, en tout cas d'une mise en perspective avec son cheminement depuis sa naissance. Voilà, je te souhaite la parole, et puis je me permettrai brièvement par la suite donc d'introduire et de donner la parole à Madame la professeure Janine El-Koubi, que je suis également vraiment très heureux d'avoir à côté de moi, et je me sens aussi vraiment tout petit. Voilà, merci. Voilà, merci.